J'ai mis énormément de temps avant de faire cette vidéo, non pas parce que j'avais besoin de digérer la défaite, mais plutôt parce que j'avais besoin de prendre énormément de recul, de me poser les bonnes questions et de trouver les bonnes réponses. Bienvenue à vous dans cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez surtout pas à le faire. Vous êtes environ 85% à regarder les vidéos sans être abonné, donc faites-le, ça me ferait super plaisir. Et je me fixe l'objectif des 10 000 abonnés avant la fin du mois d'avril, donc je compte sur vous, ça me ferait super plaisir. Dans cette vidéo, on va traiter de l'avenir de la sélection nationale égyptienne. Est-ce qu'on se dirige vers une retraite internationale de Mohamed Salah? Faut-il garder l'entraîneur Carlos Queiroz ou bien chercher un nouvel entraîneur local ou bien étranger? Et maintenant, sur quelle compétition faut-il se concentrer pour l'équipe nationale égyptienne? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Dans son discours d'après-match, Mohamed Salah, après la non-qualification à la Coupe du Monde, a dit à ses coéquipiers: ce fut un honneur de jouer avec vous tous, que je sois disponible ou non à l'avenir, j'ai aimé jouer avec chacun d'entre vous. C'est le que je sois disponible ou non à l'avenir qui a fait énormément de buzz sur les réseaux sociaux. À juste titre d'ailleurs, est-ce que Salah se dirige vers une retraite internationale? Rappelons d'abord qui est Mohamed Salah avec la sélection nationale égyptienne. Jamais un joueur de l'équipe nationale égyptienne de toute son histoire n'a eu autant de responsabilités sur les épaules que Salah. C'est normal, aucun joueur n'a autant percé à l'échelle internationale, aucun joueur égyptien n'avait atteint ne serait-ce que le top 50 du Ballon d'Or, le top 100 peut-être même. Aujourd'hui, Salah, il a à un moment donné fait partie du top 5 du Ballon d'Or. Donc tu m'étonnes qu'il a autant de responsabilités. Mais Salah, c'est un mec, lorsqu'il avait 19 ans, on l'a jeté dans la fosse au loup au Ghana et il a connu sa première désillusion. 6-1 au Ghana et une non-qualification à la Coupe du Monde 2014. Salah, c'est un mec qui a porté sur ses épaules l'Égypte en 2017 et a atteint la finale et a perdu. En 2021-2022, il porte encore une fois l'Égypte sur ses épaules et on perd encore une fois en finale au tir au but. Cette fois, c'est une non-qualification à la Coupe du Monde. Il a tellement eu de désillusions avec l'équipe nationale égyptienne, il a rien remporté du tout parce que une qualification à la Coupe du Monde, oui, c'est symbolique, oui, c'est beau, mais au final, t'as remporté aucune coupe avec l'Égypte. Et aujourd'hui, il est tellement impacté mentalement, et ça se ressent dans ses matchs avec Liverpool, il est tellement impacté que je pense qu'il a vraiment besoin de souffler, de se reposer, mais il se dirige pas vers une retraite internationale. Aujourd'hui, Salah, il n'a que 29 ans, 30 ans en juin, et avec, je l'espère de tout mon cœur, qu'il pourra encore rester 6 années de plus, il a encore une CAN 2023 à jouer, 2025, 2027, et potentiellement un mondial 2026 aussi à jouer aux États-Unis. Donc, il a encore énormément de compétitions à jouer avec l'Égypte et je pense pas qu'il va se brider et il va arrêter de jouer avec la sélection nationale, prendre sa retraite internationale dès maintenant, alors qu'il a l'opportunité encore sur 3 Coupes d'Afrique des Nations d'en gagner une. Donc je pense que c'était juste un moment de faiblesse de sa part. Maintenant, à lui de nous montrer que c'est l'un des plus grands joueurs et qu'il a un mental d'acier qui fait que c'est un grand joueur pour pouvoir rebondir et revenir encore plus fort en sélection nationale égyptienne. Donc en conclusion, je pense que Salah, il a dit ces mots-là sur un moment de faiblesse, mais qu'il ne les pensait pas totalement et qu'il va pas prendre sa retraite internationale et qu'il va revenir encore plus fort en sélection nationale. L'entraîneur maintenant, faut-il virer Carlos Queiroz ou bien le garder? Tout d'abord, je tiens à remercier Carlos Queiroz pour tout ce qu'il a apporté à la sélection nationale égyptienne, que ce soit en termes de talent trouvé, mais surtout pour un point essentiel, c'est que ce monsieur ne s'est jamais trouvé d'excuses, alors que des excuses, il aurait pu en trouver des milliers durant la Coupe d'Afrique des Nations et aussi durant la double confrontation contre le Sénégal. Premièrement, la Coupe d'Afrique des Nations, tu pars avec un 11 de départ contre le Nigeria. Le match d'après contre la Guinée-Bissau, tu perds Akram Taufi, ligament croisé, et tu perds Ahmad Fattouh qui s'est fait quelque chose aux adducteurs. Ensuite, le match d'après contre le Soudan, t'as perdu Mahmoud Hamdi Louench qui contre la Guinée-Bissau s'est blessé aux adducteurs. C'est juste incroyable, ok? Le match d'après contre la Côte d'Ivoire, tu récupères Fatou et c'est le meilleur match que tu as fait durant la compétition parce que sur le papier, tu avais cette meilleure équipe et tu avais vraiment un semblant de quelque chose qui pouvait marcher. Match suivant contre le Maroc, Mohamed Echnaoui au cage s'est blessé, donc tu as dû jouer avec Abou Gabal au cage et surtout Hamdi Fath il s'est blessé au milieu de terrain, tu as dû jouer avec un défenseur gauche, à savoir Ayman Ashraf, qui t'a causé un penalty dès la deuxième minute de jeu. Ensuite, le match contre le Cameroun, contre le Maroc, tu as perdu Ahmed Hegazi, donc ton 11 a encore changé contre le Cameroun, tu n'avais plus du tout le même 11. Et ensuite, le match en finale contre le Sénégal, Omar Kamel était suspendu, donc durant toute la compétition, tu n'as jamais eu le même 11 de départ. Honnêtement, moi je suis lu à la fin de la compétition, je leur dis, j'ai fait ce que je pouvais avec les éléments que j'avais. À chaque fois, je devais agencer un nouveau 11 et faire une nouvelle tactique, donc c'était impossible pour moi. Contre le Sénégal maintenant, durant la première double confrontation, t'as perdu Abdelmenem en cours de match parce qu'il s'est cassé le nez, il n'a pas pu jouer le retour et Elwench était blessé pour le match retour. Donc honnêtement, t'as dû jouer avec ton cinquième et ton sixième défenseur central contre le Sénégal, contre l'une des meilleures attaques d'Afrique. Sadio Mané, Ismail Assar. Juste eux, ils font flipper honnêtement. Donc le mec avait énormément d'excuses, mais pourtant, il n'a jamais dit
ouais, je pouvais pas faire parce que j'avais pas ceci ou cela, donc un énorme respect à lui pour cela. Maintenant, le problème avec Carlos Queiroz, c'est qu'il a un style de jeu défensif et que tu joues contre nature de l'ADN de l'Égypte. L'Égypte marquait 4 buts en une seule compétition durant la Coupe d'Afrique des Nations, c'est pas normal. 4 buts, c'est ce qu'on mettait à la Côte d'Ivoire de Didier Drogba en un seul match, c'est ce qu'on mettait au Cameroun de Samuel Eto'o en un seul match. Reprenons tous les matchs d'ouverture de l'Égypte. Lors de la CAN 2006 à 2010, c'est 3 buts en 2006 face à la Libye, 4 buts contre le Cameroun en 2008 et 3 buts contre le Nigeria. C'est quasiment autant de buts sur un seul match qu'on a mis en une compétition. Mais est-ce que je peux blâmer Carlos Queiroz? Est-ce que demain je vais dire à Carlos Queiroz de passer en mode ultra offensif? Je peux pas faire ça. J'ai ramené un mec avec vocation défensive, je dois ensuite assumer les conséquences. Tu peux pas demain aimer une brune et lui dire non mais s'il te plaît maintenant j'aime les blondes donc fais-toi des teintures. Non, tu l'as prise en brune, tu dois accepter qu'elle soit brune. On a pris Carlos Queiroz en tant qu'entraîneur défensif, on doit accepter cela, on doit accepter son schéma de jeu, tout simplement. Maintenant si on veut pas du schéma de jeu de Carlos Queiroz et du jeu défensif, on vire Carlos Queiroz tout simplement. Tu peux pas rapporter quelqu'un qui a ce style-là pour lui dire non mais change après. C'est pas normal, c'est pas logique. Donc c'est pour ça que avec tout le respect que j'ai pour Carlos Queiroz et avec tout ce qu'il a accompli pour la sélection nationale, on a quand même un ADN et l'Égypte a cette vocation à jouer offensivement, à mettre énormément de buts et malheureusement on ne peut pas le faire avec lui. C'est pour ça que je veux changer d'entraîneur. Mais qui? Par qui changer Carlos Queiroz? Et j'ai oublié de vous le dire au tout début parce que je suis un peu fatigué, mais n'hésitez pas, vous, dans l'espace commentaire, à me faire part de votre avis. Est-ce qu'on garde Carlos Queiroz? Est-ce qu'on lui laisse plus de temps, même s'il ne colle pas à l'ADN égyptien? Est-ce qu'on change d'entraîneur? Par qui est-ce qu'on le change? Faites-vous plaisir dans l'espace commentaire. Pep Guardiola peut-être, Carlo Ancelotti, faites-vous plaisir et on commence de suite avec les entraîneurs locaux. Hassan Shahata, je serai totalement subjectif et peut-être pas assez objectif, mais je ne veux absolument pas le ramener. Pourquoi? Parce que Shahata, je ne veux pas le voir échouer en Coupe d'Afrique des Nations. C'est un homme qui a participé à 3 CAN et il a gagné les 3 consécutivement. Personne ne l'avait fait de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations et personne ne risque de le refaire. Et c'est pour ça que je ne veux pas le voir échouer. Voir son histoire salie, peut-être à cause de joueurs assez immatures, des gens qui ne veulent peut-être pas gagner. Il n'a plus la même génération, cette génération qui avait énormément d'âme. Oui, cette génération regagne en âme, mais pas autant qu'avant. Shahata, il y aura énormément de pression sur ses épaules. C'est un homme qui a tout accompli. Tu le ramènes de nouveau, tu vas absolument tout gagner, mais malheureusement, ce sera peut-être pas possible. C'est pour ça que je veux pas le voir traîner dans la boue ou même sali, alors qu'il a déjà la meilleure histoire possible. Donc, Shahata, pour moi, faites-moi part vous dans les commentaires, mais personnellement, je ne veux absolument pas. Hossam Hassan maintenant, c'est un grand nom. Hossam Hassan, il s'est fait virer de l'Ittihad Senkandari parce qu'il n'avait pas les résultats ni le fond de jeu nécessaire. Et certaines personnes veulent le mettre à la tête de la sélection nationale égyptienne. Oui, il a de la grinta, oui, il crie. Moi, si honnêtement, s'il a de la grinta et qu'il crie sur les joueurs et qu'il a un fond de jeu, moi je le prends direct. Mais malheureusement, il a rien du tout. Il a absolument rien prouvé pour pouvoir se permettre de prendre l'équipe nationale égyptienne, l'équipe première, l'équipe A. Le jour où il accomplira des choses avec les U20 et les U23, il pourra se prétendre à prendre les rênes de l'équipe A, mais pour le moment absolument pas. Il sait que crier et il a aucun fond de jeu, donc ça sert absolument à rien. On se rend donc vite compte qu'à l'échelle locale, on n'a pas cet homme qui puisse prendre les rênes de la sélection nationale égyptienne. À la limite, il y a Iheb Gelel de Pyramids, mais je suis assez sceptique quand même. Donc à ce moment-là, on va se diriger vers des entraîneurs qui ne sont pas égyptiens. Et le meilleur nom pour moi, je le voulais en 2019, quand j'ai su qu'il allait quitter le Maroc, c'est bien le sorcier blanc Hervé Renard. Hervé Renard parce que je trouve que c'est l'homme complet en Afrique. Hervé Renard est capable de gagner une compétition, la CAN, la Zambie en 2012 et la Côte d'Ivoire en 2015, mais aussi te qualifier en Coupe du Monde, le Maroc en 2018. Hervé Renard, c'est quelqu'un qui a énormément de respect pour l'Égypte. À chaque fois qu'il a rencontré l'Égypte, il a toujours eu ce respect pour notre histoire et Hervé Renard a énormément de fois rencontré l'Égypte et il connaît notre histoire et notre ADN. Il l'a rencontré en 2009 pendant les qualifications à la Coupe du Monde avec la Zambie et en 2017 lors de la Coupe d'Afrique des Nations quand il était à la tête de la sélection marocaine, sélection nationale marocaine pardon. Maintenant, vous allez me dire que Hervé Renard, il est quand même avec l'Arabie Saoudite, il va disputer la Coupe du Monde en novembre et en décembre potentiellement. Est-ce qu'on peut le ramener? Oui, on peut le ramener, rien ne nous empêche de le ramener. Tu conclus un contrat avec Hervé Renard qui dit que une fois la Coupe du Monde terminée, on te veut à la tête de la sélection nationale égyptienne. L'Égypte a-t-elle l'argent pour pouvoir prendre Hervé Renard? Oui, totalement. On a l'argent pour pouvoir prendre Hervé Renard, payer sa clause libératoire et aussi payer son salaire, il n'y a aucun souci là-dessus. Avec Hervé Renard, tu es garanti d'avoir une belle animation offensive, quelqu'un qui sera capable de te qualifier en Coupe du Monde et te faire remporter des compétitions.
Donc, c'est le jackpot, c'est parfait. Mais en attendant l'arrivée d'Hervé Renard potentiellement en décembre ou en janvier, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on a des matchs amicaux et on a surtout les matchs de qualification à la CAN 2023. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend un coach local en intérim et bien en intérim. Sans le mépriser, on lui explique que tu n'es qu'un coach en intérim en attendant l'arrivée d'Hervé Renard. Il nous qualifiera, je pense, sans grand mal à la CAN 2023. Enfin, il jouera les 4 premières journées et ensuite Hervé Renard fera les 2 dernières journées. Donc, à ce stade-là, il n'y a pas grand mal. Pourquoi est-ce que je veux Hervé Renard absolument maintenant? C'est parce que en cas de fiasco à la Coupe du Monde de la part du Sénégal, je pense qu'Aliou Cissé sera viré et son successeur est Hervé Renard. Parce qu'il parle la langue française, parce qu'il a une très très belle philosophie de jeu. Je pense que tu demandes en Afrique, est-ce que tu prends Hervé Renard? Personne ne refuse. Et surtout qu'Hervé Renard, je crois que sa femme est sénégalaise, donc il peut être pris par la tâche et prendre le Sénégal. C'est pour ça que je le veux absolument maintenant et un contrat avec lui dès maintenant. Donc voilà pour la partie entraîneur. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec l'Égypte pour les compétitions à venir? Qu'est-ce qu'on vise et qu'est-ce qu'on peut aller chercher? Les prochaines compétitions majeures de l'Égypte sont la CAN 2023, la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2026. Pour pouvoir voir si l'Égypte va réussir dans ces compétitions-là, il faudra impérativement regarder la CAN U20 l'année prochaine en 2023 qui se déroulera en Égypte et la CAN U23 qui se déroulera en 2023 aussi. La CAN U20 te permettra, si tu es dans le podium, d'accéder à la Coupe du Monde U20. Et la CAN U23 te permettra, si tu es dans le podium, te permettra par la suite d'accéder aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Pourquoi est-ce que c'est si important? Beaucoup se posent la question de qu'est-ce qui fait le succès de l'Égypte? Pourquoi est-ce que sur les 9 dernières éditions de la Coupe d'Afrique des Nations, l'Égypte a atteint 5 fois la finale? Pourquoi est-ce que sur les 6 dernières participations de l'Égypte à la CAN, elle a atteint 5 fois la finale? Certains vous diront que c'est parce que le siège de la CAF est au Caire, d'autres vous diront qu'ils payent les arbitres. C'est hyper réducteur et pas du tout intelligent. Faut pas écouter ces gens-là, mais il y a des explications totalement logiques à cela. Je vous invite les minutes à venir à regarder l'écran et les images que je vous propose. Vous avez d'abord en haut à gauche l'Égypte U20 en 2016. On remarque qu'il y a déjà des joueurs qu'on a en équipe première. On a Omar Marmouche, Ahmed Fattouh et Akram Taufi. L'image d'en dessous, c'est l'Égypte U23 en 2020, 4 ans après. On a Mustafa Mohamed, Mohamed Abdelmenem, Ahmed Fattouh, Ramadan Sobhi, Mohamed Sobhi le gardien et Akram Taufi. Regardez aussi en 2012 l'Égypte qui a participé aux Jeux Olympiques. On a Ahmed Hegazi, Mahmoud Alaa, on a Mohamed Enneni et Mohamed Salah. Regardez maintenant l'équipe d'Égypte qui a participé à la CAN. On a Mohamed Abdelmenem, Ahmed Hegazi, Omar Marmouche, Mustafa Mohamed, Ahmed Fattouh, Mohamed Enneni et Mohamed Salah. Vous avez aussi Omar Kamel qui est le remplaçant d'Akram Taufi. Donc on avait Akram Taufi à cette place-là. Ça veut dire que sur le 11 de départ, il y a 8 joueurs qui sont issus des classes qui ont joué en U20, en U23. C'est une suite totalement logique. La grande majorité de ces joueurs qui composent l'équipe A égyptienne aujourd'hui, c'est des joueurs qui ont d'abord connu le succès avant. Ils viennent pas de nulle part, ces joueurs-là. C'est une formation, c'est un peu comme à l'école. Tu as été bon du début jusqu'à la fin. Il y a parfois, tu peux avoir de la chance, un concours de circonstances. Mais celui qui travaille depuis petit, jamais tu ne pourras l'égaler si toi, tu n'as pas travaillé depuis petit aussi. C'est ce qui explique le succès de l'Égypte. Prenons l'équipe des JO 2012. Cette équipe, avant d'être une U23 et de participer aux JO de 2012, cette équipe-là, c'était une U20. Et en U20, elle a participé à la Coupe du Monde U20 avec Mohamed Salah, Hegazi, Mahmoud Alaa, etc., etc. Ces joueurs-là, ils sont arrivés en quart de finale en Coupe du Monde. Prenons par exemple cette génération de 2019 qui a remporté la CAN U23 en 2019. Ils sont ensuite partis aux Jeux Olympiques de Tokyo. Ils sont arrivés en quart de finale, ils ont perdu contre le Brésil. Ces mecs-là ont connu des grands matchs, ont connu de grands succès, à savoir remporter une CAN, arriver en quart de finale de Coupe du Monde. Donc aujourd'hui, quand ils arrivent en équipe première, ils ont bien été formés. Et jamais, c'est comme à l'école. Tu peux par exemple une fois battre celui qui révise toujours par un concours de circonstances, par de la chance, mais jamais tu ne pourras l'égaler sur le long terme. C'est comme l'Égypte, ça explique son succès. Maintenant, le triplé de l'Égypte en 2006, 2008, 2010, il est encore plus explicable. Pourquoi? Parce qu'en 2001, l'équipe nationale égyptienne des U20 sont arrivés en demi-finale de Coupe du Monde et ont réussi à choper une médaille de bronze. Ces U20-là, de qui étaient-ils composés? Hosni Abdelrabbou, Houssam Ghali, Mohamed Chaoui, Ahmed Metaib, Amr Ezek. Des mecs que vous retrouverez aussi dans le triplé de 2006 à 2010.
Donc c'est totalement logique. C'est une formation depuis leur plus jeune âge. Aujourd'hui, c'est ça qui explique le succès de l'Égypte, c'est que depuis petit, tu es entraîné à devenir un monstre à l'avenir. C'est pour ça que l'Égypte, sur 6 participations, sur ces 6 dernières participations à la CAN, ils sont arrivés 5 fois en finale. C'est des mecs qui ont l'habitude de ces grands événements-là. Certes, en Coupe du Monde, ils ont du mal, on n'arrive pas à aller en Coupe du Monde, mais en même temps, vu comment tu dois qualifier en Coupe du Monde, c'est extrêmement difficile. Mais à l'échelle des compétitions continentales, l'Égypte est un monstre et c'est parce qu'elle travaille depuis petit. On n'est pas les meilleurs, on a énormément de progrès à faire pour pouvoir atteindre un niveau mondial, mais en tout cas, en termes de niveau continental, l'Égypte est loin parce que l'Égypte travaille depuis petit et c'est ce qui explique son succès. C'est pour ça que les CAN U20 en 2023 et les CAN U23 en 2023 l'année prochaine seront déterminantes pour les années à venir de l'Égypte. Si on a fait de bonnes compétitions, à ce moment-là, l'avenir et les joueurs qui ont fait ces compétitions-là viendront en 2026, en 2027 pour la CAN et réussiront de grandes choses et pourront potentiellement arriver en finale et gagner la CAN. C'est pour ça qu'il faut énormément donner de force à ces jeunes qui sont en U20 et en U23 pour qu'ils puissent aller en Coupe du Monde, gagner énormément d'expérience. Ensuite, aller au JO, gagner aussi énormément d'expérience et arriver par la suite 3-4 années après en Coupe d'Afrique des Nations et réussir de grandes choses. Enfin bon, on arrive à la fin de cette vidéo, je m'arrête là parce que j'ai vraiment la gorge sèche et presque plus de salive. Pour conclure, je ne pense pas que Salah prendra sa retraite internationale. Il faut remercier Monsieur Carlos Queiroz et prendre Monsieur Hervé Renard et enfin se concentrer sur les compétitions U20 et U23 parce que c'est elles qui déterminent l'avenir de l'Égypte et quand on organise bien depuis petit et qu'on travaille depuis petit, lorsqu'on arrive grand, on a de grandes chances de réussir. C'est une leçon de vie. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.